Bonjour à tous, bienvenue sur OTP LOL, nouvelle journée d'European Masters. Les matchs retour des poules, bien entendu, le groupe C aujourd'hui. Et pour m'accompagner pour ce pré-show, pour tout vous dire sur ce groupe, eh bien, Tréton et Twix, comment ça va les gars? Hola, ça va très bien, écoute, pleine forme et aujourd'hui un destin tout particulier que nous allons suivre bien sûr, le destin d'un autre Frenchie qui est en lice et qui n'est pas dans une situation très confortable, donc on va être à fond derrière lui aujourd'hui. Mais surtout, le destin de la grande équipe UCAM, l'équipe espagnole, l'équipe de LVP qui est actuellement en 3-0, qui pourrait faire le Miracle Run à 6-0, ce serait purement et simplement incroyable. Et la dernière chance de la Pologne d'envoyer une équipe en dehors des groupes. Oui, effectivement, il y a pas mal d'histoires intéressantes pour ce groupe C des European Masters. Tu l'as dit, Tréton, l'équipe espagnole qui pourrait aller chercher le 6-0 et qui... Et les Mako MDR. Et alors, c'est vrai que, bon, on en parlera, mais Mako qui est pas dans la meilleure des situations. Mais d'abord, messieurs, récap de la journée d'hier, histoire de... Alors, je sais pas si vous étiez là hier, mais on a vécu une sacrée journée d'European Masters. Il y a eu des choses exceptionnelles. Bon, je pense que tout était exceptionnel, Twix. Alors exceptionnel sauf l'issue quand même qu'on attendait en la faveur des bigs. Là pour le coup on n'a pas eu de mauvaises surprises et on a plutôt respecté les power rankings. Mais oui effectivement les games étaient d'une qualité tout à fait anormale. Hier soir beaucoup de picks fancy, beaucoup de plays. Et ça a commencé pas forcément le match le plus animé, mais tout de même les bigs donc qui se sont imposés face au Arnautosis pour ouvrir ce Day 2 et donc ce groupe A, c'est le groupe A, c'est ça? C'est groupe A, tout à fait, et c'est du coup l'autre victoire en moins de 20 minutes que l'on a eu le droit d'avoir dans ces European Masters, ce qui est quand même assez rare, et les bigs l'ont fait, tout comme cette première. Maintenant l'adversaire c'est peut-être pas forcément le même, et après on a eu cette fameuse game entre les kicks et les makers, et pour les kicks, c'est vraiment difficile de perdre cette partie en l'occurrence. C'est une équipe qui devait aller beaucoup plus loin, et les makers se sont super bien battus, et pourtant c'est qui vont sortir de ce groupe et qui vont sortir dans European Masters. C'est assez triste pour eux, mais les makers ils ont vraiment fait de bonnes games, ils ont bien joué aussi contre les bigs et ils méritent totalement de passer en quart de finale. Complètement. Ce match était si important pour qui c'était victoire et on continue d'y croire, ou bien défaite et c'est terminé, c'était la défaite. Donc ils jouaient dans la foulée les kicks et ils n'avaient toujours pas gagné un seul match. Ils jouaient contre les Anneaux, donc notre équipe grecque, et Twix, eh bien on a eu une grosse game de Matislo qui avait un Sylas qui avait des conditions absolument exceptionnelles. Des conditions plus qu'optimales, pas vraiment de danger pour ce pick qui aura fait vraiment régner la terreur. On aurait eu un petit Varus assez sympathique quand même de la part de Pukistal qui quand même n'a pas fait des EU Masters très, très flashy, mais qui a eu au moins une bonne game de son côté. Mais clairement, draft diff, Diana contre Sylas, c'est pas vraiment une super idée. Marex nous en avait parlé hier et on a pu voir tous les bienfaits de Sylas dans ce match-up. Makers contre Big, un match qui était important, Tréton, parce que au bout du compte se jouait un potentiel tie-break pour les Makers, c'est la possibilité d'aller chercher le premier seed du groupe. Et pour Big, on s'impose, mais on a un peu tremblé, notamment sur du Baron. Ils ont eu très peur, ils ont raté en effet totalement ce play Baron Nashor. Ils sont passés par une game super serrée avec des plus ou moins tentatives de backdoor du côté des Makers qui ont jamais vraiment abouti. En termes de teamfights, les Bigs qui ont tout de même été plus solides, avec Ricker qui n'est pas mort une seule fois de la game, et pourtant cette game elle a duré très longtemps. On l'a eu en interview juste après, il était en low BPM, il était plutôt chill, et du coup le taf a été fait du côté Big. D'ailleurs le Anorthosis contre Makers, c'était un match qui n'avait pas d'impact tout simplement, et Twix, on a eu le droit au fameux Garen Jungle de Dominant, un Asus également pour Lou, le fameux Z de Yoyok également. Ouais. Beaucoup de protagonistes à regarder de très près. Je sais pas qui a brillé le plus. J'aurais tendance à dire ce Z mécaniquement pixel qui nous a été joué par le mid laner du Anorthosis. Parce que on a eu un Garen certes, mais très franchement, il y en avait que pour JOC. Ouais. JOC non JOC du coup, Tréton, mais effectivement. C'est un peu triste de voir ces Grecs partir. Moi j'aurais bien aimé continuer de les commenter. Honnêtement, c'est vraiment une équipe qui nous a fait vibrer. C'est vrai, mais on a déjà quelques équipes surprises en quart de finale des European Masters. On ne devrait pas se plaindre. On a les Serbes de Supup, on a les Italiens de Makers, et c'est pas terminé. Il faut voir également la journée d'aujourd'hui. Bien entendu, le Big contre Kick, c'était pour terminer cette journée d'hier, justement, messieurs, avec une composition totalement champagne des Bigs.
Oui, totalement champagne. 5 mêlées de leur côté, un fils sur la mid lane, champion que l'on n'a pas vu depuis maintenant très très longtemps. Il a très bien fonctionné. Et globalement, même SLT sur son Lee Sin. Karim KT, première fois en carrière, de ce que j'ai compris, où Lee Sin a été draft dans son équipe mais qu'il ne l'a pas joué. Ça doit lui faire quand même un petit changement. Et globalement, on a juste vu que mécaniquement, les 5 joueurs de Big étaient on point, se comprenaient très très bien, étaient capables de faire de très bons teamfights, de très bons dives aussi. Et du coup, ça se finit par un énorme stomp de leur part. Et la première équipe, on sait 0. Comme quoi la draft ne fait pas tout. Ouais, effectivement, mais là il s'était lâché. Karim qui nous avait dit en interview, non, franchement, on n'avait plus de pression, donc on a pu jouer relâché. Et c'était peut-être notre meilleur game. Alors, bon, c'est vrai que ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Du coup, messieurs, on en est au groupe C. Vous le voyez, UCAM Esports Club pour l'instant, les numéros 1 espagnols qui sont en tête du groupe avec 3 victoires, donc 0 défaite. Illuminar, le dernier espoir polonais qui est en lice, est plutôt bien positionné, mais attention parce que les Moose n'ont pas fait leur meilleur match aller et on les attend bien plus fort, je pense, sur les matchs retour donc aujourd'hui. Et Mako, l'équipe italienne qui est pour l'instant pas très convaincante, mais on va revenir sur tout ça bien entendu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce groupe et en effet les UCAM la très bonne surprise. C'est les Moss que l'on attend, tu l'as déjà très bien dit, on a eu un Njawe en plus donc on pourra un petit peu en parler avec le hashtag analyse qui a été fait la semaine dernière. Absolument, absolument. Et il nous a dit pas mal de choses, Njawe, c'était intéressant. On y reviendra lorsqu'on parlera de Moose, bien entendu. Alors, on va parler des Mako, premièrement. Donc, Mako, qui sont-ils si vous venez d'arriver dans les European Masters? C'est l'équipe qui est championne d'Italie. Voilà, donc quand on a vu Makers hier, on pourrait se dire, ouah, Mako et tout, bah écoutez, il y a peut-être un truc, sauf que Twix, il n'y a pas grand-chose dans cette équipe. C'est très difficile à dire, ça ressemble un petit peu au crash polonais qu'on a dans ces group stage. C'est que finalement les résultats de Ligue nationale sont pas hyper impactants, d'autant plus que je considère pas vraiment que les Mako aient un groupe plus compliqué que celui des Makers, bien au contraire en réalité. Du coup, je m'explique pas véritablement toutes ces variations de perf. Alors ça peut se discuter au niveau de la difficulté des groupes, mais je pense que quand même celui des Makers c'était sur papier plus compliqué pour réaliser un top 2. Ouais, bah écoute, qu'est-ce qu'on en pense? Traitons les Mako. Les Mako, y a pas grand chose à dire. Justement, il y a très peu de choses à dire. Il n'y a pas forcément un joueur aussi qui attire l'attention pour le moment. Ils sont en 0-3, mais ils sont pas non plus totalement stomp. Il y a quand même des bribes de jeu qui sont correctes et il y a des fondamentaux qui sont présents. Mais pour le moment, ils ont juste pas le niveau. Et pour revenir par rapport un petit peu au niveau des groupes, pour moi, ce groupe C, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va être le seed 1 le plus faible du tournoi qui va passer, mais potentiellement aussi le seed 2 le plus fort. Et du coup, le groupe est beaucoup plus homogène que les autres. Et c'est ça qui fait qu'entre 3 équipes, c'est très serré. Sauf que les Mako, ils sont pour le moment en dessous de ces 3 équipes et ils n'y arrivent juste pas. Oh, donc voilà, donc cette équipe italienne, on n'en attend pas grand-chose très franchement au vu de leur première semaine. Maintenant, on ne sait jamais, un réveil inattendu peut-être ils sont peut-être passés dans l'antichambre de l'entraînement entre les 2 semaines. Je sais pas, peut-être qu'il y a un step-up, mais honnêtement, sur ce qu'on a vu, on a peu d'espoir quand même et c'est pas une équipe qui nous a beaucoup convaincus. On va parler d'une équipe par contre qui est extrêmement intéressante dans ce groupe, les Illuminar, donc l'équipe polonaise qui représente la toute dernière chance de l'Ultraliga d'amener une équipe en quart de finale. La Pologne qui a toujours eu un représentant jusqu'ici, messieurs, en quart. Minimum 1 pour le coup, parce que c'est effectivement une région qui est habituée de sortir des groupes. Là, on a quand même certainement les 2 teams qui avaient le plus de potentiel de sortie, qui n'ont pas réalisé l'objectif. Et donc, forcément, les Illuminars, on la garde très vrai parce qu'on les a connus bien sûr dans les phases de play-in. On sait que ce sont eux qui vont sortir les Vitality B dans les playoffs des play-in des European Masters. Et en tant que dernier représentant de leur région, une région quand même avec un rayonnement international, en tout cas européen, qui a pas mal d'ancienneté, je me dis que c'est certainement l'équipe aujourd'hui qui va avoir le plus à cœur d'avoir une très très bonne performance. Ça se discute avec les UCAM, mais les UCAM ils ont au moins la sécurité d'avoir le Real Betis qui joue demain. Donc c'est peut-être pas une situation qui est tout aussi similaire, mais voilà, dernier espoir polonais sur une équipe qui a montré que de bonnes choses et qui a montré qu'une performance au-dessus de ce à quoi on pouvait s'attendre provenant d'elle. C'est une équipe dangereuse carrément, c'est la bonne définition je pense. Puis on le voit, traitons au niveau des stats, voilà, plus de 1300 goals à 15 minutes de jeu. Bon, c'est bien mieux que les 2 autres équipes polonaises qui étaient un peu les aînés. C'est une équipe qui joue au jeu, contrairement aux 2 autres. Exactement, c'est une équipe qui n'a pas eu tout peur de jouer, qui n'ont pas du tout eu peur de jouer contre les Vitality B dans un match barrage pour même se qualifier dans la compétition. Et là, en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont toute la pression de la Pologne, de l'Ultraliga sur leurs épaules. Ils doivent absolument passer, puisque sans ça, en termes historiques, ce serait la première fois, comme on l'a dit, qu'aucune équipe polonaise n'est en quart de finale. Mais justement, pour réussir à faire tout ça, il y a quand même un joueur qui a beaucoup d'espoir.
d'expérience, et c'est Papa Tabashi. Absolument, Papa Tabashi. Donc vous le voyez au passage, hein, on a rank les stats selon les équipes polonaises et on voit que Illuminar en réalité est la meilleure équipe polonaise de très très loin. Donc Papa Tabashi, anciennement Tabasco, Tout à fait. c'est ça. 25 ans, joueur d'expérience et qui mène une bande de joueurs plutôt jeunes, notamment le millénaire Chayek qui a 17 ans. Écoute, je n'avais pas cette information tout particulièrement, mais je vois pas quoi ajouter de plus. Il n'est pas très vieux, lui non plus, hein, très honnêtement. Papa Tabachi. À 25 ans pour l'e-sport. 25 ans pour l'e-sport. Il tue des joueurs de 25 ans. Ouais, c'est vrai, Il y en a quelques-uns, on le sait, il y a des ça vétérans. peut être le plus âgé dans certaines ligues, mais tout de même, dans la globalité, c'est pas non plus un record, tu vois. Par exemple, en Corée, ce serait le plus âgé. Non, mais on est biaisé parce qu'on a Moops et Yellowstar, donc du coup on est un peu biaisé. Mais en réalité, il y a des joueurs de 25 ans, il n'y en a pas tant. C'est vrai qu'on est habitué aux trentenaires, mine de rien. Il y en a pas énormément, effectivement, mais peut-être que c'est une tendance qui ira à la hausse, hein, bien sûr, dans le futur. On verra. Et du coup, Chayek, on revient un peu sur ses perfs contre Diplex. Il avait été hyper convaincant avec sa Zoé. Son Yone également avait fait particulièrement parler de lui. Il n'était pas attendu du tout. En plus, Chayek, quand on est arrivé devant ses matchs, quand on est arrivé devant sa perf face au Vitality B, on ne le voyait pas spécialement comme un danger, mais il a été excellent. Il a été excellent, puis il a été excellent contre un millionnaire que vous connaissez aussi très très bien, Diplex, qui pour le coup a quand même marqué de sa marque la LFL et qui a été très très bon contre beaucoup d'excellents midlaners hors LEC bien évidemment. Et du coup, Chayek a super bien lane contre lui, il avait tout le temps de l'XP d'avance, il avait tout le temps des golds d'avance aussi. Il a réussi à jouer Yone, il a joué Zoé, donc des champions en plus qu'il est. Et c'est un midlaner qu'il va falloir beaucoup regarder, je pense un petit peu dans la lignée de Two Warriors qu'on n'attendait pas beaucoup, qui a très très bien joué. Chayek, c'est peut-être le prochain Two Warriors. Ouais. À voir. En tout cas, très très jeune joueur. Vous pouvez enchaîner en régie sur les stats. On parle de UCAM désormais. Donc les UCAM, équipe espagnole, équipe à 3-0, équipe qui peut aller chercher le 6-0 et qui a été convaincante, Twix, sans être flamboyante. C'est solide, UCAM. J'ai pas forcément ce sentiment de solidité. J'ai pas non plus été particulièrement convaincu. J'ai trouvé que leur match était plutôt accroché en réalité dans ceux qu'ils ont disputés dans la première semaine, et ça aurait vraiment pu être assez flippy. Bon, le fait de remporter des matchs un petit peu flippy, c'est quand même un témoignage de qualité, ou à défaut au moins de bons shot call pour close des games. Mais il n'y a pas véritablement de personnalité individuelle qui ressort, qui brille à outrance chez les UCAM. Et j'ai plus le sentiment que c'est un bon niveau collectif, certes, mais qui devrait pas normalement être suffisant pour supplanter certaines petites pépites, certains petits joueurs, mais ils n'ont pas tellement cette menace au sein de leur groupe. Par exemple, je me dis que ce collectif UCAM est certes très convaincant sur la plupart des équipes d'European Masters. Par exemple, dans un match-up contre Big ou contre Carmine, il y aurait potentiellement une énorme player diff, ce qui, je pense, n'est pas trop le cas dans leur groupe, et permet un petit peu d'avoir un 3-0 qui paraît extrêmement convaincant, mais qui en réalité, à mon sens, vaut pas le 3-0 ou les premiers matchs à clean dans d'autres groupes, en tout cas. Ouais, mais après, tu l'as dit, c'est une équipe. C'est vrai, il n'y a pas de grosse individualité qui ressort, mais c'est ce qui est assez intéressant. C'est un beau collectif, comme les Luminars, mine de rien. C'est ce qui est très très différent justement des autres équipes des European Masters, de quasiment toutes les autres équipes. Vous allez voir, on a quelques stats pour illustrer ça. On veut parler d'abord de Plasma, le support de l'équipe dont tu nous as dit beaucoup de bien, Tréton. Oui. Et qui est un joueur, il a quand même quasiment 90% de kill participation. Et un très très bon KDA et top 10 en solo queue. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à en parler, et surtout sa progression elle est assez fulgurante, parce que il s'appelait Plasma Lemon avant et il jouait pas mal en solo queue aussi. Il avait quand même un niveau qui était vachement inférieur, même en termes de scrim, en termes d'entraînement, il était assez en dessous. Et là, il s'impose vraiment comme l'un des meilleurs supports, je pense, de la compétition. Il joue vraiment très très bien. C'est pas non plus une individualité incroyable. Tu vois, un Targamas et un Njawe, par exemple, en termes de play pur et dur, vont souvent être au-dessus, mais dans la régularité, lui aussi, il fonctionne très très bien. C'est un peu le métronome pour son équipe. Et quasiment 90% de kill participation, c'est juste énorme. Ouais, c'est colossal, mais vous allez voir, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est le genre de stats qui sont... Bon, alors, c'est pas commun chez les UCAM, mais on voit que c'est une équipe, encore une fois, qui est très collective. On peut enchaîner donc avec alors, le nombre de solo kills. Ce qui est intéressant, c'est une équipe qui fait pas de solo kill, les UCAM, mais du coup, ils ont une kill participation colossale. Absolument tous. C'est très rare de voir dans une équipe les 5 joueurs au-dessus de 60% de kill participation.
3 joueurs au-dessus de 70% et même quasiment 4 puisque le top est quasiment à 70%. Donc vraiment, Tréton, c'est une équipe qui joue ensemble, groupée et qui perd phase 5. C'est très différent de tout le reste de la compétition. C'est très différent de Big et de Carmine. On va voir s'ils sont capables de tenir la fameuse player diff dont Twix parlait. Et je pense qu'il peut y avoir un problème à ce niveau-là. Mais ne pas avoir de solo kill dans le League of Legends d'aujourd'hui, c'est un truc qui nous a sauté aux yeux parce que c'est vraiment pas habituel. À voir comment ils vont s'en sortir. Mais c'est ce côté regroupé à 5. Je pense que ça peut avoir ses limites dans des quarts de finale, dans des équipes, contre des équipes qui sont vraiment très très bien préparées. Et typiquement, un Moose, en termes de player diff, pourrait quand même trouver des choses pour battre les UCAM, je pense, et en termes de phase de lane, ils devraient pouvoir les dépasser un petit peu, ce qui leur permettrait de snowball, mais pour le moment, c'est juste que l'état de forme des Moose n'est pas suffisant. Ouais, les Moose, les Moose, on va en parler bien sûr, mais ils sont pas au top actuellement. On va parler de l'efficacité également dans cette équipe des UCAM. Avec, on peut le voir, hein, des joueurs qui en général, encore une fois, ça fait pas de vagues, mais tout le monde est solide. Et Rafita, par exemple, était un DC que moi j'ai pas mal sous-estimé. Même Baka, je pense que c'est pas la meilleure paire de carry des Europa de Master, mais pourtant ils font le travail. Et c'est ça qui est important. On a vu une très belle Jinx du côté de Rafita qui a bien fonctionné. On a vu un très beau TF du côté de Baka. À voir s'ils peuvent continuer. Je pense aussi que leur rythme de la méta est très très bon. Et c'est extrêmement important sur Europa de Master d'avoir de bonnes drafts. On l'a déjà vu à de maintes reprises. Quand même le sentiment malgré tout qu'ils ont un read potentiellement outdated sur la méta, dans le sens où je les vois pas du tout analyser les ouvertures de Akali, Urgot et compagnie qu'on a pu avoir. Urgot, ils l'ont joué. Pardon, pas Akali. Varus, peut-être, tu penses? Varus et Jungle, Xingzao. Oui, le Xingzao. Voilà. Après, bon, le Xingzao. Il n'y a pas grand monde qui le joue à part les Grecs. Il n'y a pas grand monde qui le joue. Mais en vrai, je suis d'accord avec toi. En réalité, c'est une piste qui est assez intéressante. En fait, ils n'ont pas forcément beaucoup de retard, a priori, mais parce qu'il y a très peu d'équipes qui ouvrent finalement la porte au Akali ou au nouveau pick 11.7 qu'on a pu découvrir sur certaines individualités, comme par exemple les Rickers, etc., ou même l'utilisation abusive de Sylas. Mais plus vraiment la méta des playoffs de chacune des régions, où tu es vraiment sur match control, jungler move speed, bot lane hard carry, support hard engage et top laner un peu flex, quoi. Pour moi, c'est la grande question. Est-ce qu'ils sont capables de varier? Est-ce qu'ils sont capables de partir vers des choses qui demandent plus de la part des joueurs? Et typiquement, on a pu voir des combos Renekton Nidalee qui sont super agressifs, qui demandent de jouer beaucoup sur la top lane, ou des variations de ce style. On l'a vu chez la Carmine, on l'a vu chez les Misfits et on l'a vu chez les Big. Et chez les UCAM, c'est l'autre Sidin, et du coup on se demande s'ils sont capables de le faire. Et pour le moment, ils l'ont pas montré, mais ils ont encore une semaine, ils ont eu de la préparation, donc il y a moyen qu'il y ait des choses qui sortent intéressantes. On va voir. C'est une équipe qui a su être convaincante sur ses matchs allés, donc voyons voir les matchs retour. Vamonos, effectivement, traitons. Maintenant, parlons des Moose, donc l'équipe qui surprend, mais pas dans le bon sens. Dans ce groupe, c'est les European Masters. On le voit, un temps de jeu extrêmement long, hein, plus de 40 minutes. Je me demande si c'est pas le temps de jeu le plus long de la compétition. C'est possible. Goldif à 15, catastrophique, Twix. Goldif à 20, catastrophique. Goldif à 25, catastrophique. Puis même les games, honnêtement, elles sont pas dinguissimes, hein. Il y a beaucoup de... Enfin, c'était des accidents en réalité. Et dans tous ces accidents, malheureusement, c'est notre joueur français, Njavoué, qui prend le plus cher au niveau de ses stats individuelles, puisque c'est évidemment le premier à être sacrifié ou envoyé dans des moves sans escape, sans monture de rail, sans flash sur Léona et compagnie. Et c'est très difficile à vivre parce que tu vois véritablement les opportunités ou les choses qui pourraient être jouées, mais c'est comme si leur communication était un petit peu brouillée en quelque sorte et qu'ils ont un délai de 3 à 4 secondes sur tous les plays qu'ils veulent faire et qu'ils loupent toutes les fenêtres. Ça ressemble peut-être un petit peu au problème que les bigs subissent. Ils sont en voie de résolution de leur côté, on l'a bien vu. Pour les Moose, très clairement, la résolution est attendue aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre que celle des bigs. Il y a du travail à réaliser, c'est clair. Et justement, Anja, qu'on a reçu dimanche dernier dans #Analyse, nous parlait un peu de la situation de l'équipe et nous disait concrètement, on a des problèmes de draft, on n'a pas la bonne lecture, on se met dans des situations pas possibles, des problèmes de top laner. On a des joueurs qui n'arrivent pas à perf. Donc il faut tout travailler, retravailler notre coordination, retravailler les champions pour les individualités. Il nous disait, il sortait de Scream, mais il nous disait que l'équipe travaille dans le bon sens. Maintenant, reste à voir ce que ça a donné en match officiel. Et dans les joueurs qui vont devoir particulièrement hausser leur niveau dans cette équipe des Moose, on parle de la top lane bien sûr, on parle de Sartorius qui a pour l'instant fait un début de compétition catastrophique. Vous voyez, petit KDA, petite kill participation,
et même pas 13% de Petit dégâts top sur ton laner. équipe. Alors que tu joues Nocturne, Renekton 7, T'as 12% de dégâts. c'est 3 champions. Frérot. Tu dois prétendre au moins aller au niveau des 20%, un peu plus même. C'est un minimum, d'autant plus que c'est plutôt des persos, enfin, en tout cas pour deux d'entre eux, plutôt des persos autour desquels on joue en tant qu'équipe, ou alors qui ont des situations particulières, comme son set par exemple, qui a été flexé et compagnie, et qui est censé avoir un énorme impact. Mais honnêtement, je vais laisser Tréton élaborer là-dessus, mais la perf de Sartorius, un joueur d'une immense expérience, tout de même, il faut le préciser, pas au plus haut niveau, mais une immense expérience malgré tout, elle est pas digne de lui, très clairement. Ouais, si je pars sur ça, Ou alors, elle est digne. je vais vraiment l'attaquer fort, donc je vais pas forcément Alors, faire pas ça. pendant Mais... des heures, mais dis un avis concis, très tôt. Tranche. Bah, au vu de son niveau en compétitif, il a un peu trop d'ego actuellement, mais on va voir ce qu'il va faire. Il peut quand même revenir, je pense. Ça reste un joueur qui est talentueux. Et juste, c'est par rapport au playstyle de la Prime League. Quand tu vois des top laners comme Yopa, des top laners comme Salut à tous, bah, on attend beaucoup plus de Sartorius. Et on sait que c'est une ligue qui marche beaucoup par l'individualité. Et quand il y a des individualités qui posent de gros problèmes dans l'équipe, bah forcément, ça enraye la machine. Et je pense que Sartorius est quasiment celui qui cause le plus de problèmes actuellement à son équipe. Et vraiment une forte raison de lose. Ouais, Sartorius, pas bon en teamfight, faible dès qu'il rentre sur une side lane. Bref, pour l'instant, c'est un problème. On attend vraiment un gros step-up individuel pour ce joueur. Parlons de leader également, qui est bien sûr, c'est toujours un gros sujet de conversation lorsqu'on discute des moves, messieurs. On dit que c'est un point fort, mais il n'a pas non plus été 100% convaincant, leader. Pourtant, il fait beaucoup de dégâts, mais une phase de lane qui n'est pas incroyable pour un joueur qui est aussi mécanique et aussi dominant normalement. Ouais, franchement, on se demande quand est-ce qu'il va passer à la prochaine étape en réalité, parce que leader, le génie mécanique, celui qui a des highlights, celui qui... Il a fait quelques trucs. Bien sûr, et il en fait depuis quelques années, que ça a été, que ce soit en LFL, que ce soit même sur son passage en LEC, il a fait des trucs, évidemment. Il a eu ces moments où sa performance a spike et nous a sorti une partie mécanique absolument fabuleuse, mais 80% de ses autres games, c'est quoi ? C'est des tentatives qui échouent en réalité, des laning phases qui se passent mal, un joueur qui est derrière et qui du coup a toujours le même playstyle, c'est-à-dire de high risk, high reward en réalité. Et quand tu es derrière, forcément, ça ne passe pas et tu passes un petit peu pour une chèvre. Et leader, il n'y a pas eu de next step par rapport au génie mécanique. T'as l'impression qu'il est toujours aussi brut qu'il l'était il y a plus de 2 ans. Et ça c'est pas franchement super encourageant pour sa progression. Enja nous en parlait, c'est quand même un joueur qui tryhard beaucoup, Il est qui, incroyable, du point de vue d'Enja, est un bon teammate. Et donc lui aussi... Pardon ? Il a pas cliqué sur sa prochaine étape de profil, quoi. Et donc voilà, on va voir, même pour leader, effectivement, il y a une situation où lui aussi se remet pas mal en question là, et il sait qu'il doit faire beaucoup plus, comme nous disait Njawed, donc on va voir ce que ça a donné. Parlons de gadget également, l'ancienne AD Carry des Unicorns of Love qui avait été Worlds 2020, Tréton, un joueur qui peut être remarquable, qui prend l'autre grosse partie des dégâts de l'équipe, mais pareil, Goldifa 15 faiblarde, on l'a vu faire de bonnes choses, mais ça a aussi l'air d'être un électron libre un peu perdu. C'est 4 électrons libres, hormis Enja, enfin c'est même 5, parce que c'est 5 joueurs qui sont ultra talentueux et il faut juste qu'ils arrivent à jouer ensemble. Et globalement, c'est le gros problème de Moose. Et je pense que Gadget est un joueur qui peut vraiment pallier aux soucis de champion pool de leader, qui va jouer beaucoup de mêlée sur la mid lane. Et Gadget, il est capable, s'il faut, si ça joue des AD sur la mid lane, ça joue du Yone, du Yasuo, de la Irelia, les champions que leader peut largement jouer. D'ailleurs, Irelia est quasiment permaban contre Moose. Oui. Si jamais on arrive à laisser open une fois, Gadget aussi est un joueur qui est capable de jouer de l'AP bot lane, que ce soit avec Jamerdinger ou de la Cassiopeia. Et c'est peut-être là qu'on pourrait aller se réfugier pour les Moose et vraiment faire fonctionner l'équipe. Donc voilà, vous l'avez compris, pour les Moose, eh bien, il faut se réveiller. Il y a des individualités, mais encore faut-il qu'elles réussissent à jouer ensemble. C'est intéressant parce que c'est un peu l'antéchrist de UCAM dans l'idée. UCAM, c'est très bon collectif, mais des individualités qui brillent pas forcément toutes seules. Et du côté des Moose, grosses individualités, mais ça clique pas du tout. Et pour l'instant, c'est le collectif qui gagne. Et ce sera intéressant justement de voir ce que ça donnera pour le premier match de la journée. On va parler des stats un peu du groupe. Comme vous l'avez vu, on fait un peu un résumé de qui sont les meilleurs en termes de stats dans chaque groupe. Et au niveau des 16 par minute, messieurs, eh bien, on parlait de Rafita qui est toujours en place avec ses AD carry, prêt à mettre un maximum de dégâts. Solide, bonne phase de lane avec Plasma, ça joue bien du côté du Cam, une botlane qui est forte mais qui ne prend pas forcément de kill en 2 contre 2, qui juste prend la pression, qui prend le push et qui s'en sert pour aider un petit peu avec Plasma à décaler sur la mid lane et jouer ensemble le plus tôt possible. Derrière la Goldif au niveau des statistiques. Et on peut voir, messieurs, qu'au niveau de la Goldif par minute, eh bien, c'est les UCAM
qui sont premiers du groupe et quatrième de ces European Masters, Twix. Écoute, c'est contextuel. Dans tout groupe confondu, je sais pas, c'est pas si contextuel. Ça m'étonne beaucoup en réalité, ça m'étonne beaucoup. Hein. Après, bon, quatrième, moi ça m'étonne pas tant que ça parce qu'ils sont en 3-0. Et quand Oui, c'est sûr. quand t'es quatrième en 3-0, ça veut dire quand même que les autres équipes qui étaient en 3-0, elles sont largement elles sont devant toi. Ils sont devant toi. Et donc du coup, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que UCAM est fort, mais UCAM n'est Mais pas le moins aussi fort des forts. Ouais. Exactement, le moins fort des forts. Et forts. pour moi, c'est un peu cette chose-là pour eux. Et la Goldif plus Expedif à 15, messieurs, on parle de Hades, le jungler des UCAM, derrière Chipsy, le support des Luminars, un support qui a une giga Goldif plus Expedif, qu'est-ce qui Il se passe? n'y a pas un Tamkench là-dedans? Attends, frérot, c'est pas Il doit y avoir un Tamkench. Il y a un problème. Ou alors c'est toi qui es faiblard au poste de support, Tréton. Mais non, il y a un Tamkench, 100%, il a farmé. Il y a une douille. Il y a dû y avoir une Sénat quelque part, effectivement. Il on enchaîne. y a une douille, je reconnais. C'est une giga douille. On enchaîne, messieurs, avec avec le DPM. Le DPM. Et donc en DPM, on voit les fameuses individualités Twix de Moose. Oui, absolument. Alors, le DPM tout à fait honorable. On sait qu'au-dessus de 650, c'est acceptable et plus haut, bon, ça commence à être une bonne perf. C'est un petit peu le pattern qu'on a eu en LEC notamment. Mais voilà, les individualités, oui, ça fait des damages, mais enfin, ça win pas les games, donc on s'en fout. Parce qu'Orthopédeur, on fait pas de dégâts. Le temps de jeu, messieurs, dans ce groupe, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure. Bon, les Moose avec un très long temps de jeu. Plus de 40 minutes de jeu. De plus que les autres. C'est monstrueux. Hein. Et surtout pour Moose, c'est vraiment pas l'équipe qu'on attendait là-dessus. Pour moi, Moose c'était censé être l'équipe qui soit gagne super vite, soit perd très vite. Tu fais pas des games de 40 minutes avec leader. Enfin, parce que justement, ça n'a aucun sens. Sur le papier, c'est des joueurs qui sont tous super décisifs. Dès qu'ils voient une opportunité, ils vont. Et ils jouent peut-être aussi, c'est peut-être eux qui jouent la peur au ventre au final. Possible. On va parler du KDA maintenant, messieurs, dans ce groupe. Et le KDA, eh bien, c'est Shayek, le jeune mid-laner polonais des Illuminars, qui est tout en tête. Et derrière, les fameux joueurs espagnols qui sont collectifs et qui ont des grosses stats. Plasma, le support, a 10 plus de KDA. C'est rare qu'on ait un support aussi non, mais il meurt KDA. pas, le mec. Après, il était sur. Il y avait du Rakan Thresh, donc c'est pas les plus all-in. Par exemple, là, on voit pas, mais Njavoué, moi, je suis prêt à parier n'importe quoi qu'il est un peu tout en bas avec ses premières games et ses Léona et compagnie. Donc, assez impressionnant. On voit pas de Moose. Hein. Aucun joueur Moose, même pas un des Solanium, même pas un leader, même pas un gadget ou quoi. Parce que ça canne. Et il meurt dans tous les sens. Mais de ouf, ça canne tout le temps. C'est tout le temps hyper risqué au niveau de leur gameplay. Donc, let's go Moose. Let's go Moose. On va voir. Mais oui, nous, on espère que Njavoué quand même va réussir à se frayer un chemin vers les quarts de finale. Et alors vous l'avez vu, on avait fait un peu le bilan justement du win rate par championnat présent dans ces European Masters. On voulait faire un petit point. Justement, où est-ce qu'on en est à ce niveau? Où en est la LFL par rapport à ses adversaires? Et messieurs, eh bien, ça flex, voilà, flexion, extension. LFL, 8 victoires, 1 défaite seulement dans ces phases de poule. La Prime League deuxième à 8-4. On pourrait rajouter la Prime League en LFL. Hein. Exactement. Et là, 16-5, il y a quoi maintenant? Il y a des Français partout dans cette équipe. Meilleur stats que toutes les autres ligues confondues. Les Balkans qui s'en sortent bien. Bon, on a un représentant, les Supup à 3-3. Les Italiens, pour l'instant, à 3-6. La Grèce, 2-4. La LVP à 6-6. Et surtout, l'Ultraliga 3-9, Tréton. Un choc monumental. Hein. Et dans ces deux victoires, on a justement les fameux Illuminars qui vont jouer aujourd'hui. Et on espère que les Illuminars... En vrai, ce serait bien quand même que la Pologne passe, qu'ils aient un représentant, même si je pense que si aucune équipe de l'Ultraliga ne passera, les Polonais se rabattront très facilement sur Misfits Pro. Misfits, et ils seront les bienvenus. Ouais, c'est... C'est une équipe LFL quand même, calmez-vous. L'agenda, messieurs, avant de passer au premier match de la journée. Et vous allez voir justement ce premier match, il est particulièrement clé pour la journée d'aujourd'hui. Moose contre UCAM. Les UCAM, toujours invaincus. On va voir si les Moose vont se réveiller et vont justement sonner la révolte pour le premier match de la journée. Derrière, le UCAM contre Illuminar. Donc UCAM, c'est l'épreuve. Eux, ils jouent tout au début de la journée. Ouais, effectivement. Pour les Moose aussi, on peut dire qu'ils jouent à peu près tout au début de la journée. Parce que bon, les prochains matchs, évidemment, seront importants. Mais une victoire contre UCAM, ce serait un confort monumental vu la situation dans le groupe. Donc pour les Moose, le match le plus important, c'est certainement le premier. Donc. Et un boost de confiance dont ils ont désespérément besoin. Ouais, clairement. Du côté des Moose, on attend mieux, beaucoup mieux vu les individualités. Donc vous le voyez ici, le programme. Et ça commence très fort.
Maintenant, Maintenant. messieurs, tout simplement, le Moose contre UCAM. On va se laisser là. L'introduction vidéo, bien sûr, et on se retrouve pour ce Allemagne contre Espagne, absolument décisif. A tout de suite sur OTP LOL. Et on est parti pour ce premier match où on va tous être derrière Njawé et suivre bien sûr les Moose et leur parcours dans ce premier match avec Twixo qui est déjà extrêmement chaud contre UCAM. Ouais, bébé. Les Espagnols à 3-0 qui pour l'instant sont les plus convaincants de leur ligue. Mais qui vont perdre d'ici une petite trentaine de minutes, bien sûr. Non, il faut vraiment beaucoup soutenir Njawé parce que c'est certainement le représentant français qui a la situation la plus délicate dans ces European Masters. Pour Carmine, bon, ça se passe plutôt bien quand même, faut avouer. Pour les Big, ils ont commencé leur match retour avec 3-0 en match aller, donc c'était plutôt à l'aise. Hein. Big, Carmine, c'est un peu la même situation. Les Misfits, on sentait quand même qu'ils étaient en plein smurfing, ouais. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, Moose, pour l'instant, on n'a eu aucun signal qui pouvait véritablement nous rassurer quant au fait qu'ils avaient les meilleures chances pour se qualifier. Ils en ont de bonnes, mais clairement pas les meilleures au sein de leur groupe, donc let's go frérot. Et il faudra aussi, la même question, le même discours sera applicable demain pour Schalke. Schalke qui pour l'instant est pas, clairement pas assuré d'être qualifié. Ça se ressemble un peu, je dirais, leurs deux situations. Oui, de façon un peu différente. Non, mais dans les équipes, les problématiques sont complètement différentes, ça c'est certain. Mais en tout cas, ils sont bien sans être top. C'est-à-dire, ils sont typiquement, si tu fais les power ranking au sein de leur groupe, ils sont plutôt deuxième, troisième. C'est ça. Entre les deux, quoi. Et donc, c'est pas confortable. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et bon, du côté de Moose, après, qui pourrait être rassurant de mon point de vue, c'est que déjà, on a vu tout de même un peu la montée en niveau de Big, même s'il disait au début, oui, on a mal joué, etc., que c'était relativement convaincant, il y a eu une petite montée en niveau, et quand je vois un peu Big, et que ce que Big et ce que Karim KT pouvaient penser de Moose en disant eux aussi jouent pas leur niveau, et eux aussi devraient monter le niveau, c'est rassurant, ouais. Mais je me dis que voilà, si le seed 1 dit que le seed 2 est pas si mauvais, c'est qu'il doit connaître un peu son sujet. Ouais, mais après, il y a beaucoup d'équipes qui ont été un petit peu off dans ces European Masters et qui ont mis du temps à se trouver. Bon, hormis les Polonais. Les Polonais, bien sûr. Hormis, je dirais, plutôt UCAM, la Carmine et Misfits, qui sont celles qui ont le plus respecté, on va dire, le côté hyper costaud en arrivant dans cette compétition. Même pour les Bigs, en vrai, c'était difficile, les matchs allés. Donc, on espère que la semaine de transition les a mis dans des conditions optimales et que eh bien, cette rencontre, c'est avant tout l'opposition, on me disait en pré-show, l'opposition du collectif contre du collectif contre les individualités, plutôt dans ce sens-là. Et je suis d'avis qu'à ce niveau de jeu, les individualités sont capables de faire toute la différence. Oui, je on n'est pas au aussi... MSI. Non, on n'est pas au MSI. Après, il y a un moment où il faut fight dans League of Legends. Et que si on fait vraiment que des prises de fight apocalyptiquement mauvaises, oui. Ça va être dur parce qu'en face, c'est pas comme si UCAM c'était aussi des mauvais joueurs individuels. Mauvais, non, mais ça dépend le spectre dans lequel tu les mets. Si tu compares Baka à leader, bon, très clairement, tu les mets en 1v1 mid lane, je sais pas ce qui se passe. Oui, 1v1 mid, no back, no potion, no jungle. C'est ce qu'on veut dire, pas player diff. Après, bien sûr, il y a le joueur au sein de l'équipe et il faut voir ce que chacun apporte. Et il y a peut-être d'autres arguments qui sont nettement en la faveur des Espagnols. C'est quand un leader va flash in sous la T1 et qu'il y aura un jungler, quoi. Voilà, c'est un peu un jungler, un support, 2 TP, enfin, ce genre de truc. C'est exactement ça en réalité. Et si le plan de jeu des UCAM, effectivement, est Pixel,
bon, il n'y aura pas grand-chose à faire contre une équipe qui est complètement... qui manque de coordination. Par contre, enfin, je veux dire, le niveau standard des joueurs de Moose est quand même un cran au-dessus que les joueurs du UCAM. Je suis d'accord. Après, est-ce que dans ce cas-là, par exemple, bon, hier... Mais défoncez-les en laning phase et qu'on n'en parle plus. On quitte la game dans 15 minutes. Miss Première a oblitéré ses adversaires avant les 15 minutes de jeu ou avant les 20 minutes de jeu. Mais la player diff est colossale chez Misfits. Et voilà. Colossal. Mais du coup, est-ce qu'elle est aussi colossale entre Moose et UCAM qu'elle pouvait l'être entre Misfits et les autres joueurs du groupe? Je suis pas certain. Je suis pas certain qu'il y a un aussi gros gap qui permette uniquement de se reposer sur des individualités. Je pense qu'il faut quand même faire un pas aussi vers un jeu d'équipe un peu mieux construit. Normalement, tu as au moins 3 joueurs chez Moose qui sont censés démembrer leurs adversaires. Gadget est très fort, en combo avec Njavwe qui est aussi une tête brûlée, ça doit marcher à merveille. Il est où le Heimerdinger là? Et Gadget, il nous a mis quelques dashin. Mais je suis d'accord, rejoue Heimerdinger frérot, ça se passait très très bien chez les Unicorns of Hope. C'est vrai. Ne change pas qui tu es, faut rester fidèle à soi-même. Le fasting gamer, on l'a vu. Mais le fasting... C'est les champions du monde. Merci beaucoup. Et leader, bon... évite de jouer ta lane sur les 3 premiers niveaux et ça devrait mieux se passer déjà et on devrait être beaucoup plus nice. Éviter de coin flip, c'est parti sur des moves random, c'est un fléau qui a contaminé beaucoup d'équipes dans ces EU Masters. Je pense que les Moose sont tout à fait capables d'en sortir quand même. Allez. Et un Je dis après Stalker aussi, on n'a pas parlé, mais enfin voilà. petit ban de 13, j'aurais aimé voir. Avec 2 S. Hades. Hades de la Hesse. Enfin, qu'est-ce que c'est? On comprend pas. Monsieur. J'aurais bien aimé voir ce 13 dans les mains d'Enjawe, mais bon, ce sera ban du côté des Moose. Bien sûr que c'est ban, il reste pas, regarde, 2 bans support. Bon, c'est Njavwe qui banne les supports, mais il y a rien, même son équipe ban Njavwe. C'est terrible. Je suis un peu délu, mais il faut l'être un petit peu. Alors, Ben Seraphine, Cartus, et ben il reste la HUD. Voilà, la HUD. Ah, un bon first pick ça, plein de talent, plein de prouesses mécaniques. Exactement ce qu'il fallait au Moose. On va pouvoir s'extasier encore devant un flash-in changement de stance. Oh, le l'ours. Tu sais d'ailleurs, s'ils changent pas les patchs, bientôt on va avoir des Udyr avec Rapid Fire Cannon. Parce qu'en fait, ils ont changé la caractéristique de la frappe de l'ours et le Q-spell de Garen aussi et plein d'autres spells pour que tu puisses lunge, c'est-à-dire un petit peu faire un petit dash, ta portée d'auto-attaque est augmentée. Ce qui fait que si tu fais Rapid Fire Cannon, tu peux auto-attaquer un mec à travers les petits murs. Ce qui est assez drôle. Voilà, c'était juste la petite anecdote. Et les builds de Twix. Ouais, non, mais écoute, ça marche avec Garen aussi avec le Q, donc Dominant. Summer Split en Grèce, laisse tomber. Ça réfléchit là, ça cogite là-dedans. Ouais, Xayah-Rakan. Ouais. C'est horrible, je comprends pas. Pourquoi? Je comprends pas trop. Ils se disent peut-être que les Moose, effectivement, c'est une équipe qui a un profil de go-in. Donc du coup, le carré le plus safe qu'on puisse drafter dans cette situation, certainement celui-ci, mais Rakan avec autant de choses d'ouvertes. Ah, la Léona, elle passe bien par ouais, hein. C'est une frairie. Alors ça n'arrivera pas, hein. Mais genre Léona Draven, là, ouais. là tu regardes la durée d'en face, tu fais. T'es conscient que tu vas prendre un peu cher. Et la Léona au moins merci Njavwe. Alors qu'est-ce qu'on va mettre avec? On peut aussi complètement se prendre une petite Orianna en blind et on se pose pas la question. Et ce sera un S. Orianna S, c'est une très bonne duo lane, très safe. Normalement, c'est le meilleur combo avec Léona. Oh le relou. Non. Oh le turbo relou. Ah, il a mis la taxe sur tout le monde. Oh mon dieu. Carner du coup qui va arriver. Après l'early game de UCAM déjà, enfin l'early game de cette game, il y a 2 écoles. Hein. Te fou. Ça a l'air d'être une composition qui full pile et qui va arnaquer des escarmouches du niveau 6 au 13 quoi, grosso modo. C'est... Petit bras. Là ce qui me ferait plaisir c'est genre un gros Twisted Fate pour leader ou quelque chose comme ça, tu vois. Ça qui vienne un peu romer la totalité de la carte, ce sera plus tard. Déjà ban Renekton du côté UCAM. Du coup ils vont blind pick plutôt... Ils vont blind pick mid lane je dirais parce que... Orianna en blind pick. Hein. Non en vrai tu laisses leader prendre son pick avant. C'est bad. Je pense que tu laisses leader prendre son pick avant. Je me demandais s'ils voulaient jouer sur la faible forme de Sartorius et donc lui mettre un counter match-up dans les dents et en lui bannant par exemple un des meilleurs blind picks qui est Renekton. Ou alors s'il fallait juste
essayer de ne pas prendre trop de risques face à leader et le counter pick lui. Sinon là, Je dirais plutôt counter pick leader perso. Mais... ils prennent Gnar effectivement de façon safe. Après, il y a le Nocturne top pour au cas où. Qui n'a pas été viré de l'équation. Tiens, tu prends Nocturne, hein. Ouais. Nocturne Skarner, quel cauchemar. Et tu flexes ton Nocturne. C'est peut-être une mauvaise idée en fait. Bon, en vrai, suivez le plan de jeu. Je pense que c'est effectivement la solution la plus Alors, safe. est-ce que Sartorius relève le défi d'aller chercher le counter pick de Gnar? Est-ce qu'il nous sort juste un petit gangplank et il chill? Le Jace est pixel ici. Parce que tu peux avoir une petite composition poke qui sort de derrière les fagots, etc. Si jamais, si jamais on a une petite Zoé qui se chauffe, c'est une belle compo poke mine de rien. Ou Lucian top peut-être aussi. Ouais. Lucian mid blind. Il n'y a aucun AP, du coup ça veut dire que Sartorius il lui met quoi dans les mains? Et ben voilà. Ou alors c'est le Lucian top et le Rumble Bean. Non, c'est Rumble top. Mais est-ce qu'ils peuvent prendre Rumble là comme ça Après, Rumble contre Gnar, monsieur Twix? Le match-up est beaucoup plus avantageux pour Lucian. Mais Lucian fait quand même office de, je pense, mid laner plus équilibré. Parce que t'as également le côté des gars magiques de Udyr qui en fait un duo mid jungle pas si horrible que ça. Il y a un peu zéro, il y a un peu zéro de AP. Ça dépend le build de ce Gragas. Non mais il a pris un vieux Gragas tank top. Ouais, c'est un vieux Gragas tank. On va dire que le plus gros DPS AP c'est le Udyr. J'imagine. Il peut être joué Everfrost ce Gragas très clairement. Mais je suis pas certain que ce soit ce dont ils ont besoin. Mais c'est une option, clairement. Et là, c'était une Syndra. Il n'y a que Syndra que tu peux jouer dans ces conditions-là. Ou Victor. Mais je pense que Syndra est un petit peu mieux en termes de setuping. Notamment pour le Skarner de Hades. Bon, par contre, c'est une belle compo dans les mid-game pour Moose. Le Spike à 15-20 minutes, il est très fort, il est très violent. Maintenant, UCAM, ils ont de quoi tenir. Ils ont très bons arguments, je trouve. En réalité, je suis pas extrêmement fan de la draft des Moose, mais pas par les picks qu'ils ont sélectionnés, mais par l'ordre dans lequel ils l'ont fait. Je pense que Lucian, avec littéralement les deux seuls picks qui sont capables de tenir even contre lui, à savoir Victor, Syndra, c'est discutable bien sûr, mais Victor, Syndra sont généralement les solutions qu'on aime contre Lucian. Mettre ça à leader, je pense que les bans auraient pu être meilleurs pour cette situation-là. Et puis surtout, ils sont blue side, ça veut dire qu'ils ont la priorité sur ce qu'ils choisissent au niveau de leur composition. Et la priorité, ils l'ont mis sur Udyr, Ezreal, Leona. Alors, t'as le meilleur jungler de la méta, t'as un counter pick de Rakan et un Ezreal. Est-ce que c'est un bilan qui est finalement très satisfaisant? C'est pas mauvais, mais je trouve que les deux derniers picks blue side sont assez neutres en réalité chez les Moose. Oui, c'est ça. Moi, j'aurais aimé voir autre chose en fait sur le top side dans les mains de Sartorius qu'un Gragas tank. On avait vu le Gnar. Dans les mains de Gadget. Oui. Je pense qu'il y avait vraiment d'autres choses à amener. Il y avait d'autres choses. Et on en avait parlé un petit peu de ces solutions. Et même un Gangplank en vrai m'aurait pas non plus déplu. Un Gangplank avec une cleanse contre un Skarner qui a déjà été draft. Rajouter limite pareil de la range un peu sur la mid lane. Et là le Skarner tu le regardes et tu lui dis viens engage. Ouais, parce que moi ma problématique c'est encore une fois un peu la même, c'est que Njavwe est globalement responsable de toutes les engages de la planète. Bon, il y a Sartorius bien évidemment, mais il a un métier, il est top laner, il gère sa side lane. De l'autre côté, dès qu'on va être regroupé, enfin c'est un cauchemar. Moi je pense que la composition UCAM elle est beaucoup plus forte en pack. Et on a une taxe QSS qui va ralentir tout le potentiel snowball des Moose. Donc les Moose sont en théorie pas capables de snowball parce qu'ils vont devoir respecter le Skarner. Et ils n'ont pas forcément la meilleure composition pour jouer à 5. Donc je me dis que les Moose auront peut-être pas l'occasion dans ce match de jouer autour de leur plus grande qualité qui est leurs individualités. Ouais, je me dis qu'il faut que la duo lane pulvérise Rafita et Plasma. Pour moi ça doit jouer là-dessus, ça doit jouer sur... Mais le truc c'est que Leader récupérait une grosse prio contre une Syndra, c'était plus facile à dire qu'à faire. Donc est-ce qu'on peut autant décaler pour mettre la duo lane à mal? Ça dépend de la qualité de la Syndra de Baka. C'est un Gragas Comet, monsieur. C'est un Gragas Comet, Start Doran's Ring. On peut raisonnablement s'attendre à Everfrost et compagnie. Donc, Petit Gragas, on va dire bruiseur AP tanking, mais un peu plus du côté AP que les Gragas full tank qu'on a l'habitude de voir. Ouais, même totalement AP en réalité. Mais bon, on s'attend qu'avec le Z, de toute façon, cette saleté. Donc voilà, le seul
problème entre guillemets, c'est que Sartorius c'est pas forcément le plus impressionnant dans ces On va Européennes. voir. Gragas c'est un champion qui est compliqué à jouer. Non mais En AP. il y a une petite pause, il a pu scream, il a peut-être pu se remettre en confiance. C'est un champion à combo Gragas et il faut que les combos soient bien exécutés. Ah, le niveau 1, on est parti au E pour Njawé. Par contre, le trade derrière, on a joué contre le Guardian de Plasma. Mais bon, un peu de pression qui est mise. Ouais, si tu fais ça, si tu startes avec Sweeper, c'est qu'ils ont forcément l'ambition d'attaquer fort au niveau 2. Se débarrasser du Guardian, c'est important. Starter topside pour Udyr. Donc on a envie de matcher. Est-ce qu'on avait l'information sur Hades? J'ai l'impression que oui, avec cette Ward au Raptor. Et Hades qui nous fait donc un raid to blue. Est-ce qu'il va faire? Donc il va arriver face niveau 3 et il va essayer de tenter quelque chose? Bon, en tout cas, Pride Stalker a envie de jouer bot, ça c'est certain. Maintenant, on va voir comment ça se goupille. Le niveau 2, pas trop comment il va se passer. Superbe trade de lead. Ouh, superbe réponse de Baka aussi. Je me demande s'il y a un cheese en préparation sur un gang de Hades bot. Sur le passage niveau 2 et sur le push voilà, de la ligne des mousses. Mais quand on regarde les points de vie de Hades, ça m'a l'air quand même un peu compliqué. Sachant Il y a le qu'en fait, groupe. Hein. Ouais, il est contre Udyr qui va turbo clear. Ah, mais d'accord, il fait double buff into topside en réalité. D'accord. Donc il prend ses double buffs d'abord en prio et ensuite il le clear ses camps dans Éviter le... de se faire invade par une Leona et un Udyr. Notamment parce qu'il s'attend que la priorité botlane ne soit pas de son côté. Et ce qui est, je pense, une très bonne décision. Non, je pense qu'effectivement c'est plutôt malin. C'est plutôt malin. Et au moins ça lui fait un early safe, ce qui était loin d'être garanti vu Et le un début. scuttle. Et l'agression sur le niveau 2. Mais voilà, on va rester très prudent. De toute façon, Rafita et Plasma, ils n'ont pas envie de fight. Hein. Non, enfin, de toute façon, c'est le profil de l'équipe. Hein. S'il y a un kill, c'est qu'il a été décidé à l'unanimité. Ça a été voté, 2 semaines de conseil. Enfin, il y a 2 beaucoup tours de vote, majorité Oh, bah, par absolue. contre, on n'a pas voté là, on n'a pas voté. Rafita qui manque de tomber très rapidement dans... C'est un tower dive où je m'y connais pas. Est-ce que c'est un dive? Est-ce qu'on peut dive? Il y a un Pas flash cette wave, encore. mais la prochaine, let's go. Hein. Ouais, je pense qu'on va avoir du mal. On va peut-être perdre du temps, il va juste faire son back. Oh, prochaine wave, tu mets tout. Ils y vont, oh là là, ils y vont des matérialiseurs, hein, ça va dive. Hein. Ah d'ailleurs, la très belle ward. La reset? Et il a pas cancel. Est-ce qu'on s'attendait à... Oh, leader. Il y a la TP de Baka, mais Baka il est pas en position pour TP. Je pense qu'il y avait peut-être un créneau, ou alors peut-être qu'on avait peur de la TP de Dridi. Le flash-in qui serait esquivé, on n'arrive pas à toucher le E pour Njawé. Attention à la téléportation maintenant, ça peut être très dangereux. Njawé qui trouve Et un comme stun. d'hab, c'est pour la gueule d'Njawé, regardez ça. C'est injuste. C'est injuste. Alors que c'est son mid-laner qui... Sacrifié. Ah, la communication est pas limpide entre les deux. L'autre, bon, solo queue. Ça me met au fond parce que c'est... Pour l'instant, ça commence exactement comme la semaine dernière. Ce qui est, bien entendu, pas très rassurant. Il avait juste à reset un leader. Il devait pas prendre ce risque à ce moment-là. Ah ouais, On était mais sur un Lucian, faut jouer haut, Ouais. faut mettre la pressure, blablabla. On était sur un timing reset de la duolane, donc c'était pas le bon moment. Clairement pas. Mais voilà, ce sont les aléas de la laning phase. Jungle diff. Donc du coup, c'est pas ça non plus qui va enterrer la game du mid laner Moose ou du support. Bien sûr, il en faudra bien plus. Mais c'est quand même dommage d'avoir un Lucian qui meurt, no flash, etc. etc. Donc, grosse prio bot, grosse prio mid avec le back de Baka. Du coup, on a un dragon infernal qui est un petit peu gratuit pour Pride Stalker, ça fait du bien. De ouf. Pour le coup, il leur coûte vraiment pas grand chose celui-là. Et allez, tout de même leader qui va s'assurer que Pride Stalker ne se fasse pas agresser, parce que tout de même il tapote un peu le dragon infernal. Et Pride Stalker maintenant, il va retourner complètement cycler sa jungle. Elle est importante cette ward de gadget, parce qu'on va vouloir jouer très agressif. Pas certain en réalité. Je pense que ça va essayer de chill le match. Parce que plus on joue ici, enfin, tu vas pas prendre un kill move là dans... Non, faut laisser push. Voilà, non mais c'est surtout que ça va mettre du temps de descendre les points de vie et ensuite trouver une occasion. Et dans ce timing, Skarner sera niveau 6. Et ça c'est gros problème.
Donc la logique voudrait qu'on respecte un petit peu le fait que Hades va passer 6 et T'as qu'il va envie être de relou. one-shot ce Rakan, t'as envie de lui faire la peau, t'as envie de lui faire manger toutes ses plumes. T'as envie de le massacrer, je suis bien d'accord avec toi. La mais, Léona, t'es là pour pulvériser ce Rakan. si c'est pour se prendre un air de Skarner, bon, autant se calmer. Hein. Faut voir comment ça va se passer sur le timing 8 minutes avec le Herald. Si on envoie cette Léona en roaming qui a un gros impact en début de partie. Et pour ça, faut peut-être récupérer une prio et juste full push. Mais maintenant, le Ezreal en solo contre Xayah, je suis moins fan. Oh, en vrai, si ça va. Hein. Enfin, normalement, Rakan, c'est pas censé choper un Ez. Oh, pas mal ça. La clé. purge, instantanément, réengage, il n'y a pas beaucoup de dégâts, c'est une Léona. Le rappel de plume tout de même, et Njawé va se repositionner. C'est bien, on force ce summoner, ça veut dire qu'on va pouvoir réagresser bientôt. Ah, le niveau 6, hein. Clairement, l'éruption solaire, là, elle est pour sa pomme. C'est pas pour tout de suite. Mais une Xayah sans cleanse, à l'aube, on l'imagine d'un héros de la faille. Ça peut avoir énormément de value. Par contre, il va récupérer son flash. Un peu le souci. Leader. Leader no flash, hein. Skarner niveau 6. Hein. Dernier niveau aussi. Oh le bait, oh il va se faire une dispersion des faibles, ça va Et être voilà. costaud, c'est parti. Hades qui se met en position et heureusement Price Stalker était là. Si Price Stalker n'était pas là, Leader était turbo dead. Oui, ouais. Pas de flash. Il pouvait mettre une culling pendant une demi-seconde. Oui, c'est à peu près la seule réponse qu'il avait. Surtout que, au moins je suis content, il va directement vers la QSS a priori. Donc c'est une très bonne chose. Mais Hades qui va devoir utiliser toutes ses opportunités rapidement. Parce qu'il en aura bientôt plus. Ouais. Je sais pas quand est-ce qu'il récupère son flash. Hades. Dans pas très longtemps, normalement. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour commencer à préparer ce héros de la faille? On a le Udyr qui va finir son clear au bot. Il faut récupérer le push de cette vague. Et après envoyer la Léona décalée. Bah, y a un reset de Udyr avant le Herald, c'est à peu près sûr. Je vois Léona qui recall. Udyr qui finit son bot side. Ah, il va faire le bleu avant. En vrai, il aurait dû reset maintenant. Mais... Ouais, possiblement, je suis d'accord avec toi. Il aurait dû reset maintenant parce que là il va aller au bleu, après il va y avoir le gromp, et après il va y avoir le scuttle, il va vouloir tout faire, puis on va être embrouillé dans un fight, et du coup il va fighter le héros de la faille avec 1500 gold en poche, et c'est relou. Voilà. Et tout le monde, Allez, back maintenant. tout le monde y va pour Yukam. Il fait tourner à son mid laner. Tout le monde y va pour Yukam. Oh, il fait tourner à son mid laner, incroyable. Ça c'est le bro. Lucian deuxième blue buff, tu vois pas ça tous les jours en vrai. Hein. Oh le X-Flash. Et aussi le Ezreal qui est là, donc c'est un 5v5 hein, qui va s'ouvrir avant ce héros de la faille. Il y a plein d'argent. Hop la leader, le flash out, le flash in et le remorquage, pas de taxe QSS. Et on a pris cette petite pioche. Et pas la QSS. Et le timing héros de la faille est ruiné. Et puis surtout on marche dans le buisson pour le warder, et ça c'est un peu dommage. Ah ça coûte cher hein. Et là t'es content d'avoir filé ton blue. Ah trop dur. Ça fait très mal ça, et du coup on va avoir un Facepalm. petit timing pour Yukam. La Xayah peut récupérer le bot side, même push la mid lane récupérer le bot side. Ils font rien de compliqué les Yukam. Hein. C'est vraiment rien de compliqué. Là ça leur a été livré hein. Complètement. Satorius dans son 1 contre 1 contre Dridi, attention c'est un Gnar en méga, est-ce qu'il a le DPS Satorius? Pendant ce temps là on va essayer de contester la fin de ce héros de la faille du côté des Moose. Il y a le leader qui est revenu, il est de nouveau là, on a réussi à tamponner la re-engage. Superbe de la part d'Enjawé, le barrage terre qui est excellent. Et la culling par-dessus de leader, et tout de même on prend le kill sur Enjawé, ils s'en vont tous. Mais le héros est récupéré. Qu'est-ce qu'il faisait le Gnar? Et il est en train de se... Ouais, il a mis son ulti et tout, j'ai vu, mais... de jouer avec Satorius. Ah ouais, mais il fallait venir. Fallait venir quand même. Effectivement, ça se passe super bien pour les Moose. Ils ont mis du temps Honnêtement. les Yukam à contester ce Herald. Mais de fou furieux, on est de tuer d'accord. le leader qui a fait check le buisson Comment pour ils, aller ont faire pas le fait Herald. comment ils ont pas fait 4 fois le héros de la faille? Il a le temps de reset, donc de revenir et de re-engage le fight. Il était là pile au bon moment pour la culling. Et il a pas de bot. C'était vraiment très lent. Ouais, il a pas de bot. Ah, les deux top laners qui se la collent, mais... Et puis c'est plus à l'avantage de Satorius qu'autre chose parce que lui il peut être présent pour le fight. Il n'y a pas de problématique de smite pour Hades. Il l'avait. Non, ils ont été lents, ils ont peut-être essayé de bet un fight, de contester, de prendre aucun risque. Écoute, c'est vrai que j'ai trouvé ça... Ouais, lent. Normalement, le kill donnait le héros de la faille automatiquement, mais...
Mais soit on va pas se plaindre pour les moves bien sûr. Un kill contre Héros de la faille, normalement c'est worse. Oui. Complètement worse. Et ils ont besoin de ces golds hein, parce qu'ils n'arrivent pas à décoller là dans cette partie. Il y a une Syndra à 2-0, Baka il va tenir le mid-game et c'est déjà un peu ce qu'il est en train de faire. Oui, il est très très bien Baka ici. Et il y a de la vision il y en a partout. Ouais, X-Flash. Est-ce qu'on peut punir les moves? On est tout de même sur un timing qui est pas si mauvais pour leur team. Après, il manque un peu. Il y a Rakan avec full combo. Il peut être one shot ici, ça serait très bien. Oui, il est one shot par le combo Ezreal Leona. Et c'est exactement la raison pour laquelle ça a été drafté dans cette situation. Merci pour le face check. Il y a un deuxième dragon, un donné pour un rendu. Écoute, vu la moyenne de longueur des games de Moose, miser sur une âme, c'est pas idiot. On rappelle 40 minutes sur les 3 matchs allés de time average, donc là si on a potentiellement une âme à 25 minutes, c'est très bien. Un petit nuage là. C'est aussi un petit nuage, les deux pourraient faire plaisir contre ce Skarner. En tout cas ne pas le donner à Yukam. Ah, c'est pas la dingue mais bon, c'est toujours ok. Oui, on préfère tous un infernal tout le temps. Ah, et surtout que les ultis sont pas... Enfin, il y a un ulti Udyr, un ulti... sur Lucian, tu me diras, c'est peut-être sympa en vrai. Un petit peu de move speed, ça leur fera pas de mal, je pense. Ouais, c'est sûr. Moi, surtout la CDR que je value et... En réalité, c'est vachement bien le dragon des nuages sur Lucian, je viens de réaliser, mais... Ça te pime ta speed, ça réduit le CD, du coup tu peux vraiment one-shot un caster, éviter de te faire combo. Non, c'est un excellent Drake en réalité, je dirais. Même sur Leona, c'est extra. Ah, Leona, c'est du kiff. Vachement hein. bien. Parce en late game, t'es quand même très dépendant de ton ultimate et Moose est très dépendant de Njaway pour ses engages. Allez, leader, on connaît maintenant. On connaît. Leader, tu es leader, tu n'es pas livreur. Attention. Il n'y a pas de QSS, il n'y a pas de flash. Donc il avance un pas de trop. Encore une fois, les UTM ils font rien de compliqué. Hein. Ah, ils sont sur leur lane et ils attendent sur la mid lane. Hades attend sur la mid lane que Leader fasse une erreur et il joue trop agressif. C'est sûr que Leader il peut pas vraiment exploiter son personnage au maximum là. Tout à fait. Et c'était attendu en tant que joueur vu comme étant le plus dangereux mécaniquement. C'est tout à fait normal que le focus soit sur lui. On a un timing héros de la faille au mid. Une culling pour forcer Baka à reculer. On va prendre Néo. 2 petites plaques. Il les a évité de justesse. On était à 2-3 pixels, pas plus. Il va même pas prendre les plaques, Leader. C'est trop compliqué de rester. Ouais. Bon, c'est toujours ça de prix. C'est pas un héros de la faille fabuleux, clairement. On a vu mieux. C'est de l'argent sur Udyr. Bon. Toujours ça de prix. Par contre, c'est quoi ce funneling de blue buff sur Lucian? C'est du jamais vu. D'ailleurs, excusez-moi du terme, mais ça lui arracherait la gueule de virer cette pink là. Hein, la pink derrière la mid lane qu'il a déjà tué sur son premier blue buff qui est toujours là. Qu'il a vu, ouais. Depuis la 6ème minute de jeu. T'es trop heureux quand ça t'arrive. Quand tu t'as le temps, tu fais un petit push, t'as un peu de prio, tu mets ta pink et elle reste à 25 minutes et t'es oh la valeur de cette pink est absolument incroyable hein, en réalité. Hein. Elle a déjà tué leader une fois. La game se décidera sur cette pink. Elle est juste là à gauche là. Juste à gauche. Dans la petite banane. Banger pink. Et ils font pas grand chose les moves hein. Ah, ils sont entre guillemets derrière sur ce timing. Hein. Il y a un Skirder qui règne en maître sur la map. Il n'y a personne qui a de QSS. Personne qui est en route. Enfin, à part leader, personne qui est en route pour la QSS d'ailleurs. Donc, et il a coupé beaucoup de choses. Hein, pour être Est-ce qu'il va se mettre en route tout de suite, sachant qu'il n'a pas encore de boot? Je sais pas. Mais en tout cas, il devrait vraiment considérer le fait de contrer ce Skirder parce que maintenant il a Chemtank. C'est pas le même champion avec Chemtank. Ouais. Il peut pas avancer, hein, il peut pas passer la mid lane. Donc en fait, soit effectivement les moves rush un timing QSS, soit ils se regroupent pour fight, mais ils peuvent pas se permettre d'aller envoyer cette Xayah à 35 minutes de jeu. Après bon, si tu envisages le pur late game, moi je vois bien Ezreal être le plus fort. Ezreal il va faire très très mal. Gadget il va être très très dérangeant, je suis d'accord. Je dirais qu'Ezreal est en théorie le plus fort mais... C'est pour venir le chercher.
Il va falloir soit que Drilly trouve un flanking de génie, et contre un Ezreal c'est très dur, Ouais. soit que Baka trouve une dispersion des faibles absolument fabuleuse. Mais dès qu'il y a QSS sur Gadget C'est et ça. qu'on est à 2-3 objets, Gadget c'est une plaie. Normalement. Oh là 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 là. C'est pas le meilleur transfert arcanique que j'ai vu, par contre c'est un très bon flash. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il a pas de vie. Allez, il a 7 dégâts pour venir dive. Gadget avec une dernière entrée triomphante de Yukam. Ah, ce transfert arcanique, il a voulu être beau gosse. Transfert arcanique juste à la limite du contrôle de plasma. Mais Et il y avait un Broken. Skarner. Et une nouvelle victime de Hades. Encore une fois, on prend des kills chez les Yuka, mais on les prend en équipe. Comme toujours, sur des choses simples, des choses saines. Bon, on attend le Skarner et on attend son ulti. C'est le gameplay de nos grands-mères un peu. 100% de participation au kill pour Hades. 4 kills sur 4 timings d'ulti. Sur un petit scanner avec que des lanes qui ont dû cesser. Bon écoute, vraiment c'est la recette de grand-mère. Simple et efficace. Simple et efficace, voilà. Enfin, un banger le dimanche en famille. On va à l'essentiel, c'est le bourguignon. C'est la blanquette. Une bonne blanquette. C'est ça. Je suis Et la d'accord. blanquette, elle est rudement bonne hein, pour l'instant. Bon, on y retourne. Hein. Ah, elle est bonne. Nouveau coup de fourchette. Hein. Et le dragon, par contre, 3ème dragon pour les Moose, il serait temps de s'en inquiéter pour Yukam. Celui-là, je dois avouer qu'ils l'ont pas du tout, ils sont pas du tout cherchés. Et Ça Njao. fait mal. Hein. Il fait mal avec sa Syndra. Hein. Il fait très très mal. Ah, il a beaucoup de stuff. Et la Léona, elle a pas grand chose encore. Elle a ses bottes de lucidité. Il y a un cristal de rubis. Ouais, mais par contre, il lui a mis 50% sur un combo, donc alerte, alerte. Il faut imaginer ce que ça donnerait si ça tombait sur Gadget. Hein. Ce Gadget, la même chose, dispersion des faibles, il n'existe plus. Baka, il peut Oh cette là partie. là Hein. là 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 là. Adieu leader. Oh là 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 là. Oh le dashin. Ouille. Oh là là là. Ouille ouille ouille. Ah. Oh là 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 là. Petit overextend. C'est D'un quoi ce dashin. dashin sur la ouais. Sans aucune Sans vision. info. Oh leader, il a mis son cerveau à côté de sa chaise. Ah, il y a une QSS. Alléluia, ça ne l'aurait pas sauvé. Hein. Non. Là, il y a que un entraînement à la résistance à la cupidité qui pourrait le sauver. Parce que je suis d'accord, la wave était horrible, mais il y avait forcément quelqu'un chez les Yukam qui allait la faire bounce. Ah, il aurait pu croquer des Krugs ou deux. Ça l'aurait fait patienter. Un petit snack. Et c'est que des petits trucs comme ça. Mais c'est- Depuis le début, c'est que ça. Hein. Ils se font pick-up et. C'est un peu des morts idiotes. Ouais. Un peu. Après, elles sont bien exploitées par les Yukam. Hein. Mais on va dire que c'est assez facile pour leader d'éviter, quoi, Le truc, simplement. c'est qu'ils récupèrent pas la vision, ils récupèrent pas le push au mid parce qu'ils ont trop peur de ce Skarner, mais ils ont pas de QSS donc ils peuvent pas sortir. Oh, c'est la vibe solo queue qui me dérange. Et ils sont en train de farm, juste ils farment et ils attendent les dragons. Très bien. Et après, est-ce que le dragon des nuages c'est synonyme d'auto-win pour les Moose? Je suis pas certain. Non, clairement. C'est bien, hein, c'est un très bon buff, il leur sera très utile, mais c'est même pas sûr qu'ils puissent bien contester le prochain teamfight. Oh oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas une garantie de win. Hein. Il retourne, hein. Il a pas de vision, hein. Un Skarner il pourrait débarquer. Oh là là là, mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, Il est monsieur. Non. Et voilà Il est pas pourquoi ce joueur c'est double face. Attends. Il a une QSS, il va l'autre play, mais comme Jaja. Ah, y a un Regarde-moi ça, c'est dodge. Ah ouais. Regarde. Ouais. Regarde. Ouais. Regarde. Je regarde. Bon, il absorbe de la pression. Oh, c'est un très bon move. Hein. Il fait un 1 pour 1. Il amène 3 joueurs sur le bot side en tout. On prend la T1000. C'est excellent. Ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. On aurait pu avoir un Skarner qui arrive 5 secondes avant. Un kill qui passe pas. Donc ça reste du limit testing hein, pour Leader. C'est très agressif. Ça fait sa 4ème mort sur 6. Dr G-Skill et Mr Int. Ça fonctionne plutôt pas mal ici, je pense. En vrai, il est doué, hein, ça se voit. Hein. Parce que ce qu'il arrive à coller en 0-3, c'est plutôt pas anodin.
Prestalker, la réception, elle est très belle sur Bakama, Jérémon. Oh là là. L'ulti de Dridi qui passera complètement dans le vide sur ce transfert à Kanye. Kenjawe qui essaie de tanker, qui re-rentre et qui tombe. La téléportation de leader, est-ce qu'il peut retourner ce fight? Il semblerait que non, mais Satorius. Le flanking le plus Très bon explosif. Attention, faudrait pas aller trop loin maintenant. On tente de close avec l'Everfrost. Mais les Yukam parviennent à se repositionner. Non, attention au couloir. C'est pas fini. Prestalker qui revient, il a encore un bong sur Hades notamment. On va lui Attention. faire payer ses remorquages. Leader sur le côté qui met du dégât à Dridi. Ils sont silo et voilà le tir mystique de Gadget. Énorme résultat pour les Moves. Cette TP de Baka, elle nous a mis super bien. Tu veux dire la TP sous la T1 devant 4 ennemis sans flash sur Syndra? Celle-là. Celle-là même. C'est la TP, comme on dit chez nous, elle ralasse. Elle paye les dividendes. Hein. Ah, elle met Elle est tout très là. généreuse. Je pense qu'on va voir le replay parce qu'effectivement il a perdu 60% de ses points de vie instant. Là cette TP là, ouais, elle est... Tu comprends, on fait tanker le sbire canon un peu plus. Si t'es Bonk. t'es pas une Syndra, ça va. Il peut plus fight à partir de là, on arrive à tempo. Heureusement que Leader a sa TP sur ce timing, il revient vite. Et là on oublie Satorius, je pense dans le feu de l'action. Sartorius qui nous fait une belle sortie quand même. Oui, ça fait du bien. Ah, on est de retour en live, ouais c'est ça. Dragon, âme du dragon. Wow. Et on va y aller, on arrive à se repositionner pour Gadget, barrage Térébrant. La culling est excellente. La culling est excellente, le leader qui met tellement de dégâts. C'est une âme pour les moves et en teamfight, c'est eux les patrons. Oh la vache, Gadget Sartorius avec le debuff de Leona. Avez-vous vu ce burst damage sur la composition Yukam? On n'a pas les chiffres, mais on sait d'ores et déjà qu'ils sont colossaux. Bon Dieu, un replay s'il vous plaît. Fut explosif, true shot barrage sur une team débuffée par Leona. Ça a envoyé du très lourd. Hades il s'est chauffé, il a activé son Kemtan qui a instant. T'as vu ça? Et Leader il est arrivé en flanking, il a mis une culling sur tout le groupe, non c'était super. Et maintenant on a 2 QSS. Il en manque une sur Gadget qui est tout de même très importante. Satorius, bon, devrait pas trop tarder non plus. Il est big hein, Sartorius. Et là, avec cette âme du dragon des nuages, avec ces 2 teamfights coup sur coup remportés, ça fait énormément de bien aux Moose. Attention parce que sans Baron, rien n'est fait bien entendu. Et surtout, maintenant il y a un petit peu... voilà, l'horloge qui tourne, dans 5 minutes, il y a un objectif qui n'est pas forcément à l'avantage des Moose. Et qui peut, dans la dynamique d'un 50-50, même les enterrer. Donc voilà. Il faut rester réel, mon cher Noir. Le Elder dans 5 minutes, il met pas très bien. C'est presque un compte à rebours. Un peu de choses près. Ouais, il faudra prendre la position, mais on a récupéré un peu l'ascendant au niveau des lanes, au niveau du push. On a les QSS, donc on peut se permettre peut-être un peu plus de choses. Alors pas que Leader se permettait rien sans sa QSS. C'est une question de qui catch qui là maintenant. Qui chope qui a l'initiative, qui a la meilleure intro, parce que une des grandes qualités des deux équipes, c'est qu'on a beaucoup de CC. On a de quoi les poser, effectivement, créer une situation où quelqu'un se fait 100% zéro. Et il n'a pas encore récupéré son flash, Hades. Et je pense que c'est plus facile à faire côté Yukam. C'est sûr, il faut ce flash pour le Skarner. C'est très important. Là, pour moi, c'est focus Gragas. Tu lui mets tout. Ah, à peu près bah. comme ça, à peu près comme ça. Satorius, pick up, la réengage juste derrière, on a des dégâts un peu, la temporisation avec la stop watch est très bonne pour Baka. Attention, Leader à se fait avec la dispersion. Oh le E, non, il a loupé son E. Baka. Aïe aïe Oh, il a aïe. fait le team fight à Il l'avait. portée de main. Il l'avait. Il y avait 3-4 boules qui n'attendaient que d'être soufflées sur la compo adverse. Que Leader, encore une fois, il joue avec la limite. Il était mort, hein. Enfin, il était QSS en tout cas. S'il prend le déferlement de puissance, s'il prend le stun qui est derrière, c'est du instant. On arrive à bien s'en sortir sur ce move. Parce que Satorius, forcément condamné. Faut préciser qu'ils ont vu la Syndra. Et que donc du coup, il n'y a pas de raison valable. Oh le E là, ah s'il pose le E, mais enfin... Oh Gadget, Gadget, ce tir mystique, il est glorieux. Ça joue à pas grand chose, hein. En tout cas, Leader fait une belle remontée depuis tout à l'heure. Elle est serrée cette game, hein. Ouais. Très serrée. Et c'est une game qui est si importante. Si Moose prend cette game là, c'est un très grand pas vers le passage en quart de finale.
Il faut absolument rien lâcher. Et on a un timing baron maintenant. QSS en plus sur Gadget. Ça commence à devenir très intéressant. Tant qu'il y a un pigeon pour Hades, ça va. Et ça tombe bien, ce pigeon, il a plutôt un intérêt à venir en mêlée en plus avec son champion, donc en vrai il y a toujours un client, c'est pas grave. Et puis la QSS, ça peut très bien être utilisé sur un Goin de Rakan. Donc je dirais pas que ce scanner est devenu useless, malheureusement pour Mouse. En tout cas, on fait un travail sur la vision, on essaie d'avancer un peu dans la jungle, de garder la prio mid, de mettre un peu de pression sur ce Baron Nashor. Par contre, on n'a pas le push au bot. Tic-tac, le Elder. 2 minutes 12. Dridi qui a l'air de vouloir fight. On n'a pas de pink à l'intérieur de ce Baron. Voilà, il faut la mettre cette pink, elle est très importante. Et un nouveau reset. Et ça va être l'heure de fight, hein. Ce reset, il faut que ce soit le bon. Il faut qu'on arrive avec des choses dans le stuff, mais c'est un reset pour prendre une épée longue et reprendre de la pink ward. Je suis curieux de voir quelles vont être les priorités des deux équipes. On est dans une situation qui n'arrive pas si souvent que ça. Elder, Baron spawn en même temps. Et du coup, de quel côté de la rivière tu veux aller, hein? Il y a assez tôt dans la partie surtout, hein. Oui. C'est ça le truc, c'est qu'on est Elder Baron à 28 minutes, pardon. Ça arrive pas souvent. Ils ont été efficaces, hein, les moves sur les dragons, ça on peut leur accorder. Et on se regroupe au mid, on a remis un petit coup de push au bot pour Sartorius, il a une téléportation, Dridi qui a son timing de méga Gnar mais il n'en fera rien et on a peut-être un bon timing pour Moose du coup. Malheureusement on n'a pas les garanties nécessaires visiblement. D'ailleurs en parlant de vision, je sais pas ce que ça veut dire, c'est une balle que je lance à l'analyse desk. Mais on a un support quand même qui a 146 de score de vision là. Il y a de la zombie ward dans le tas, ça donne beaucoup. J'en ai aucune idée mais il a 146 et son vis-à-vis il a 61. C'est quand même une sacrée différence, voilà. Après je sais pas ce que ça veut dire. Bon. Allez c'est poule. Alors on n'a pas la vision, on va devoir aller fake un petit peu. Est-ce qu'on peut mettre un peu de dégâts? On a l'information, la téléportation qui arrive, c'est Dridi, il a un méga Gnar. Oh ouais, il est parfait. Ah il faut pas, il faut disengage, ils ont bien fait les moves, ils ont très bien réagi, on a bait une TP pour rien. On peut renvoyer Sartorius clear au bot et remettre les UCAM dans une situation assez désavantageuse. Voilà, il faut qu'ils jouent intelligemment maintenant Moose, parce que ce sont les UCAM qui doivent faire un move. Mais en réalité là, j'ai l'impression que l'avantage est passé du côté UCAM parce qu'ils ont pu faire reset leur bot lane et leur support. Et donc reset leur vision. On voit un Rakan qui est full ward, alors qu'on a une Leona qui arrive bientôt à sec. Pour moi, si Sartorius avait vraiment eu l'occasion d'aller top ou bot pour mettre un peu de danger sur une side lane, pendant qu'on continue de menacer un petit peu les UCAM, il y avait quelque chose à faire, une culling, on les repousse, on récupère la prio mid. C'est osé hein. C'est un peu osé. osé. Là là, Price Stalker, est-ce qu'elle est vraiment importante cette ward? Oh, ça a failli partir, mais il est si rapide, Price Stalker. Le scuttle va être sécu. Ça va lui dire QSS, il peut se permettre quelques largesses. Le truc, c'est qu'il y a encore des wards, encore une fois, chez les UCAM. Les Moose, eux, n'ont plus rien. Ils sont à sec. Regardez Price Price Stalker qui met de la pression, là engage, Ouais, ça. Jaoué. Mais Oh, c'est c'est- sur le timing du méga Gnar, Ah. c'est catastrophique. Ah Les deux carries sont sur le côté, Leader et Gadget commencent à DPS, mais voilà, c'est déjà 2 morts. Oh le Du stun côté des Moose, et le stun est Oh, le magnifique. stun Price Stalker doit fuir, Leader va tomber. On a engage sur le timing du méga Gnar. J'ai pas l'impression que ce soit le Gnar qui ait fait toute la différence, mais il nous faut un replay à mon avis pour saisir tout ce qui a pu clocher, mais en tout cas, sauf un miracle de l'inspecteur, ce dragon ancestral il est clairement pour les UCAM. Il n'y aura pas de miracle malheureusement. Et avec un Elder normalement c'est auto-baron, mais on va revoir donc l'engage ici. Ouais bah quand même hein. Bah, c'est plutôt Rakan en réalité. Le truc c'est que Et t'engages, ce stun. Ce mets- stun il est... il a mis tout son engage, tous ses contrôles sur un Gnar qui ne peut pas tuer. C'est bien vrai. C'est Et bien qui vrai. derrière temporise avec un stun, un ulti, pendant que le Rakan peut avoir un re-engage gratuit parce qu'on s'est quand même bien commit. Bah en vrai il a pas fait grand chose le Gnar ici. Il a stun la Leona qui était déjà morte et il a push in un autre joueur qui était déjà charmé par Rakan. Donc
C'est le combo des deux qui a fait très très mal, mais je pense que c'est nettement plus Plasma qui a été clutch. De toute façon, un Rakan qui go in dans un fight en claquant tout, y compris son flash, il fait la diff, il fait complètement la diff et c'est ce qu'on a vu ici. Le stun de Baka était incroyable aussi. Et le leader a été climatisé directement. C'est un baron parce que forcément on a l'âme ancestrale, tu peux pas défendre et prendre le teamfight au baron. Oh, leader vient de TP du Tribush bot. Enfin du Tribush bot 1 au Tribush bot 2. Ah. Tribush bot blue au Tribush bot red. Bon, je pense qu'il dit que sa TP il en aura pas besoin dans les prochaines minutes, même si ça sert à rien. Il pourrait en avoir besoin là en vrai. Et il faut aller défendre les inhibiteurs maintenant. Les T2, on oublie. C'est les T3, les inhibiteurs qui vont être importants. Et on va devoir directement commencer par la mid lane. Et un Ez ne suffira pas à weflir un baron Nashor ancestral. Personne ne suffit, là c'est la situation la plus catastrophique qu'on ait pour les Moose. Ils sont avec leur composition, à part pour Gadget, totalement outrange par la Syndra. Heureusement elle est pas là. Mais si la Syndra rejoint le siège, c'est injouable. Ouais, il y a forcément quelque chose qui va tomber. Et elle va rejoindre le siège. Sacrifier quelque chose, hein. Ils peuvent sacrifier leur mid lane. Hein. Et là ça va pas être la même. Hein. Il faut la laisser tomber cette tour. On laisse tomber la tour, on laisse tomber l'inim, on défend juste en side. Il faut réceptionner la prochaine vague qui va arriver par le top side pour éviter la rotation des Yukam. Un des Baka. C'est pas la même chose hein, quand il est dans le fight. On est obligé d'être tellement loin. Ouais, petite culling. Elle est pas mal cette culling. Ouh, l'ancestral le déferlement de puissance, c'est un one shot incontrable qui est tombé sur leader pour sa 6ème mort. 2ème inhibiteur tombé et peut-être que Yukam peut finir sur ce push. Et qu'est-ce que ce serait douloureux pour les Moose, Twixou. En vrai, je ne vois absolument aucune solution à part le meilleur teamfight de l'histoire. On regarde l'inspecteur, mais que peut-il faire contre une équipe qui a un Baron Nashor et un Elder Drake? La réponse c'est rien et pourtant il donne. Pourtant il mouille le maillot Gadget. Mais ça sent extrêmement mauvais. Satorius qui est désarmé avec son Gragas AP à la 33e minute contre une équipe qui est d'ores et déjà en train de focus son Nexus. GG Wellplayed et les Yukam n'ont pas volé leur victoire. Ah non, ils ont mieux joué. Avec des choses simples, encore une fois, des choses simples. Un scanner, un très bon setup mid, aucune décision précipitée. Tu peux pas te tromper. Et quand tu go sur quelqu'un, tu claques tout. C'est comme la cuisine, des choses simples avec des bons produits. Exactement. Tu ne peux pas te tromper. À la fin, le résultat est bien. En vrai, l'analogie est vraiment excellente parce que il n'y a rien qu'on ne connaisse pas dans ce qu'ont fait les Yukam. C'est juste que c'est fait de manière stable et bien travaillée. Voilà, tout simplement. Donc, ils ont clairement pas volé cette game. Et du coup, les Yukam se qualifient. 4-0, ça y est. GG. C'est fait. GG à eux. Et il va falloir se battre pour les Moose parce que ça donne un 1-3. Ça veut dire que s'ils veulent avoir leur destin un peu entre leurs mains, il faut absolument qu'ils gagnent les 2 prochaines. Et il faut qu'ils prient que Yukam ne fasse pas d'erreur d'ici la fin de la journée. Et en vrai, si on est totalement honnête, les Moose ont énormément à apprendre de ce que les Yukam ont fait durant cette game parce que c'est, à mon sens, exactement ce qui leur manque. Ce qui fait la force des Yukam, c'est ce qui manque typiquement aux Moose dans ce qu'on a vu dans ce match. Bon, on va débrief de tout ça en plateau et essayer de consoler nos petits cœurs qui commencent à s'inquiéter pour Njawé. On se retrouve dans une petite minute, à tout de suite.